Super. Cool. Bonsoir à tous. Donc pour ceux que j'ai déjà croisés, ça fait plaisir de vous revoir. Pour les autres, ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Daniel. Je suis ingénieur chez Pivotal Labs à Paris. Donc un ancien collègue de Florent, on a bossé ensemble. Labs chez Pivotal, donc c'est pas la partie Spring. On fait du service et donc on a des product managers, des designers et des ingénieurs et on fait venir nos clients dans nos locaux pour travailler sur un produit avec eux et leur montrer un peu les pratiques un peu, disons, modernes de développement de produits digitaux informatiques. Et on paire avec eux, voilà, on fait du pair programming, ils font des entretiens utilisateurs avec nos designers, ce genre de choses. Et, et donc, un truc qu'on essaye d'inculquer à nos clients, en fait, on travaille beaucoup avec des grands groupes qui ont parfois des pratiques de déploiement, de release, où ils font une version tous les 3 mois, 6 mois, 1 an. Et donc, on essaye de les encourager à faire des releases un peu plus fréquentes, toutes les semaines, tous les jours, plusieurs fois par jour, on continue. Et c'est pas une transformation qui se fait comme ça du jour au lendemain. Et il y a besoin d'un certain nombre de prérequis en fait pour release comme ça. Du coup, notamment, on a besoin d'avoir confiance en fait dans les réalisations qu'on fait. C'est pour ça que chez Pivotal, côté ingénierie, on fait beaucoup de tests pour nous augmenter la confiance de ce qu'on fait. Ça n'introduit pas de régression. On fait du TDD pour augmenter la confiance dans notre design, ce genre de choses. Il y a aussi besoin d'un certain nombre de pratiques et peut-être de process pour pouvoir release. Et en fait avoir de la confiance et de la facilité pour déployer en production. J'ai travaillé dans des entreprises avant de travailler chez Pivotal où une release complète, ça prenait 1 heure, fallait builder sur sa machine perso, uploader des machins, sauvegarder la base de données, donc 15 étapes manuelles, et ça prend 1 heure. Donc si ça prend 1 heure, je ne vais pas le faire 3 fois par jour, parce que sinon j'aurai jamais le temps de rien produire. De la même manière, s'il y a 15 étapes manuelles, ça me donne pas trop confiance dans ce que je vais faire. Je fais la migration de la base de données, ça plante et j'ai oublié de faire un backup, oups. Donc ce genre de truc, il faut un peu faire sortir nos clients de ce truc-là. Et parmi les outils qu'on peut utiliser pour release avec un peu de confiance, un peu une façon de pouvoir reproduire un peu déterministe, on a par exemple des plateformes. Donc par exemple des plateformes as a service, genre Heroku. Je ne sais pas si les gens connaissent Heroku ici. Il y a quelques têtes qui disent oui, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé. Pivotal fait un truc qui s'appelle Cloud Foundry qui ressemble beaucoup à Heroku. Où on peut utiliser des orchestrateurs modernes. Là, la mode depuis 3 ans, ça va être Kubernetes. Ou les services managés qui permettent de déployer des containers. Donc la tendance un peu, je pense que si vous êtes venu ici, c'est parce que container, ça vous est pas étranger, soit vous en faites, soit vous en entendez parler. Et donc le développeur applicatif aujourd'hui, quand vous faites votre appli Spring, pour la livrer, il faut la mettre dans un container. Et donc vous avez des besoins, des problèmes ou des choses à apprendre sur comment on fait des containers. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu, de partir d'une appli Spring et de la containeriser et de réfléchir à différents points d'attention qu'on peut avoir et différentes façons de le faire. Donc l'appli qu'on va containeriser, c'est la Pet Clinic. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette fameuse appli. Donc c'est une appli de démo de chez Spring. Donc c'est les gens de chez Spring qui publient cette application-là. Et c'est un petit projet avec une base de données, avec différents trucs, Actuator. Et du coup, ça ressemble à ça, quoi. C'est un back-end classique que vous allez faire avec Spring Boot, où on voit des petits animaux et on peut les envoyer chez le vétérinaire, ce genre de truc. Donc pour containeriser une application, le premier truc qu'on peut faire, c'est choisir un peu son image de base. Peut-être avant ça, qui utilise des containers en prod aujourd'hui?
Là, ça fait peut-être 30% de l'assistance. Sur les containers que vous utilisez, est-ce que c'est vous qui les créez vous-même? Plutôt? Donc en gros, c'est un peu, quand je dis créer un container, je pense à écrire un Dockerfile. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent d'autres systèmes pour créer leur container. Donc bon, je vais parler de container, je vais un peu interchanger les mots container et Docker. L'idée, il y a d'autres façons de faire, mais peut-être que pour rentrer dans le monde des containers, le truc le plus connu, c'est Docker. Et donc l'idée pour faire un container, c'est qu'on va écrire un fichier qui décrit comment on le construit. Donc si j'ai jamais fait ça, je peux aller sur Google et je regarde peut-être Java dans un container, et puis je vois des trucs sur les containers et je peux voir la version 1. Donc ça c'est un Dockerfile. Donc c'est un fichier qui lui explique comment je construis un container, et ça me donne un peu confiance. Ça commence par from Ubuntu. Donc Ubuntu je connais, ça c'était ma VM, mon poste de déploiement. C'est Ubuntu, ça va, ça me donne confiance. Et puis la première ligne, ça exécute une commande, ça installe, ça update apt, puis ça installe l'OpenJDK 8 pour faire tourner mon appli. Bon, jusqu'ici je comprends. Puis je copie mon artefact que j'ai buildé en local, je le mets dans l'application, je l'appelle app.jar. Bon. Et après, il y a un truc un peu magique, entry point. Bon, c'est la dernière ligne du Dockerfile, donc c'est probablement le truc qui est exécuté quand je fais tourner mon container. Et donc voilà, en fait, en 4 lignes, j'ai fait mon premier Dockerfile, et ça marche. Donc je l'ai ici, là. Si on regarde, je l'ai là. Donc c'est celui que je vous ai montré. Et ça, je peux exécuter docker build. Je vais lui donner un target, un nom d'image, donc pet clinic, et puis je vais lui donner un tag. Donc celui-ci va être la version Ubuntu. Puis je dis le Dockerfile que tu utilises, c'est celui-là. Et le répertoire courant que tu vas utiliser pour trouver les fichiers, ce genre de choses, ça va être le répertoire là. Et donc je peux exécuter ce truc-là, ça va envoyer... Tout le monde voit bien en fait, ici mais au fond? Ok, cool. Ça va envoyer mon répertoire courant au démon Docker, et lui, il va prendre mes fichiers, il va lire le Dockerfile et il va exécuter ce qu'il y a dedans. Donc là, on peut voir la première étape, il commence de Ubuntu, et puis après, il va installer Java. Bon, je l'ai déjà construit, donc il a déjà ce truc-là qui est caché, etc., etc. Et puis il m'a dit à la fin, j'ai construit une image et je l'ai appelée comme ça. Et du coup, je peux utiliser Docker pour faire tourner cette image avec run. Je vais lui dire d'effacer l'image une fois qu'il a fini de la faire tourner. Je vais lui dire de mapper un port qui est dans l'image, de le mapper sur un port sur mon hôte. Donc là, l'image, l'appli Spring, c'est une appli Spring classique. Spring Boot, ça démarre sur le port 8080. Et je vais lui dire, 8080 dans le container, ça va correspondre à 1, 2, 3, 4 sur mon host, donc là sur mon Mac. Donc je peux exécuter ça, et on va voir l'output de l'appli Spring qui démarre. C'est le même que tout à l'heure, quand on l'avait démarré avec le jar en local. Il n'y a pas les couleurs parce que c'est juste l'stdout du container qui est streamé, et du coup, ici, il est plus sur 8080, il est sur 1, 2, 3, 4, et c'est la même application. Et si je l'arrête, j'ai plus l'application. Donc voilà, là, on a fait notre premier container, et ça marche. Et globalement, c'est assez compréhensible, il n'y a pas de truc un peu compliqué ou conceptuellement abstrait. Par contre, il y a plusieurs problèmes avec cette image-là. Quelqu'un voit le genre de problème qu'on pourrait avoir en créant une image comme ça? Donc Ubuntu, c'est un peu trop haut, plus petit, donc moins de choses dedans. Il y a même peut-être un problème un peu philosophique avec Ubuntu. En fait, j'ai pris ça ressemble au VM que j'utilisais avant. Et en fait, un container, c'est pas une VM. C'est peut-être plus simple, plus petit. On va creuser au fur et à mesure comment c'est différent. Donc du coup, si je regarde sur Google, avant de passer à plus petit, promis, on fera plus petit après. Avant de passer à plus petit, on peut regarder sur Google comment je fais la V2 un peu plus, ne pas utiliser Ubuntu. Et je trouve ce Dockerfile là. Donc c'est le même que le précédent, hein, sauf que la ligne from a changé. Au lieu de partir de Ubuntu, je pars d'une image OpenJDK. Donc en fait, c'est une image de base dans laquelle il y a déjà Java qui est installé pour moi. J'ai pas de choix à faire sur lequel je prends, où je le prends, et il y a un certain nombre de trucs par défaut installés pour moi auxquels j'ai pas à penser. Et donc ça, c'est une image spécialisée, et ça marche aussi bien que mon Ubuntu.
et j'ai pas besoin de maintenir cet apt, update, etc. En plus, ça va plus vite pour builder, donc super. Et les gens qui buildent cette image, c'est des gens qui savent un petit peu ce qu'il y a dans le JDK, donc je peux leur faire confiance sur les releases qu'ils me donnent. Donc pas mal. Donc effectivement, il y a des problèmes avec ça. Effectivement, là, il y a moins de trucs que dans Ubuntu. Par contre, c'est un peu gros. Donc si je regarde l'image que j'ai buildée avec ça, elle s'appelle OpenJDK, je crois. OpenJDK 8. Là, elle fait quand même 300 mégas. Donc j'ai quand même 300 mégas de trucs. Donc sachant qu'un JRE, ça doit faire, Java, ça doit faire, je sais pas, entre 50 et 80 mégas. Mon appli, elle fait 50 mégas. Donc il y a quand même 170 mégas de autres trucs où je sais pas trop si vraiment j'en ai besoin et est-ce que c'est une bonne idée de les embarquer. Donc comment on pourrait faire pour faire plus petit pour ceux qui font des images? Une Alpine, ouais, une Alpine, c'est très classique pour faire plus petit. Donc là, je change le tag de mon image, je dis je veux un JRE, je veux une version 8, et je veux que ça soit dans une Alpine. Alpine, c'est quoi? En fait, c'est une distribution Linux qui est basée sur une distribution qui s'appelle BusyBox. Et BusyBox, à la base, c'est une distribution Linux qui était faite pour tourner sur du matériel embarqué. Donc un truc hyper contraint en mémoire, j'ai pas beaucoup de place. Et donc, je crois que la première version de BusyBox, ça tenait sur une disquette. Je ne sais pas si ça tient encore sur une disquette. Mais Alpine tout court, aujourd'hui, ça fait 5 mégas. Donc, j'ai pas grand-chose dedans, et j'ai juste ce qu'il faut. Donc, j'ai pas peut-être cet overhead de centaines de mégas que je pourrais avoir dans une OpenJDK. Et donc là c'est plus léger. Effectivement, si je regarde celle qui est buildée avec Alpine, elle fait que 130 mégas. Donc il y a, je sais pas, 70 mégas de JRE, 50 mégas de mon appli et 5 mégas d'autre chose, quoi. Ok, donc ça c'est bien, on améliore assez rapidement, ça ne me demande pas trop de travail. Mais il y a encore des problèmes avec une image comme ça. Quelqu'un voit les problèmes qu'on peut avoir? Oui, c'est un JRE, ouais. 8 JRE Alpine. Donc ces trucs-là, par exemple, ça peut poser des problèmes de sécurité. En fait, une Alpine, ça reste une distribution Linux complète. On peut utiliser un petit outil qui s'appelle Dive, qui est un truc open source, pour regarder ce qu'il y a dans une image Docker. Donc là, je regarde, la colonne de droite, c'est ce qu'il y a dans l'image Alpine de base. Donc vous voyez à gauche, on voit que c'est 5 mégas, et puis à droite, il y a un peu tous les fichiers qu'il y a dedans. Et là, dans le répertoire bin, j'ai à peu près tous les utilitaires, les utils de base de Linux. Donc j'ai, je sais pas, j'ai CP, j'ai kill, j'ai netstat, j'ai mount si je veux monter des trucs. Et même si on va un peu plus bas, dans sbin, j'ai un truc qui s'appelle APK. C'est un package manager qui a été rajouté par la grosse différence entre Alpine et BusyBox, c'est que Alpine, ils ont un package manager dedans. Et donc avec un package manager, je peux installer Vim, je peux installer OpenSSH, et je peux avoir un serveur SSH dans mon image. Et j'ai un shell aussi. Je peux rentrer dans l'image et faire des commandes, faire des CD, des trucs comme ça. Et donc en fait, j'ai un certain nombre de trucs qui ne sont pas forcément nécessaires pour faire tourner mon application. Parce que pour faire tourner mon appli Java, mon jar auto-exécutable, j'ai besoin d'un truc. C'est Java, quoi. Et les dépendances de Java. Mais tout le reste, CP, ça ne m'intéresse pas pour faire tourner Java. Un package manager, ça ne m'intéresse pas pour faire tourner Java. Donc est-ce que quelqu'un connaît un truc, des images où il n'y a que Java dedans? Ben, c'est des gens chez Google qui ont travaillé sur le sujet, qui disent que en fait, ça sert à rien d'avoir des images avec tout ça dedans. Pour augmenter la sécurité, le plus simple, c'est d'empêcher les gens d'installer un serveur SSH dans leur image ou de s'y connecter avec un shell. Et donc, ils ont créé une série d'images qu'ils appellent distroless. Donc, ils ne sont pas sur Docker Hub, ils sont sur le Google Container Registry. Et donc, c'est une série d'images de base, sans distribution Linux, dans lequel il y a un binaire, par exemple, pour Java, il y a Java, et les dépendances. Ils ont des distroless aussi, par exemple, pour faire des applis C++ ou du Go, donc avec un certain nombre de librairies
qui sont en général dynamiquement linkés, dont il y a besoin, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a dedans. Et donc, je peux construire mon image avec, en fait. Ça ressemble à mes autres Dockerfiles. Je copie mon appli, et là il se trouve qu'au lieu de faire un entry point comme sur les autres, je fais un CMD parce que leur image est préconfigurée pour lancer du Java. Et donc quand je fais ce truc-là, si je regarde ce qu'il y a dans l'image, clinique, elle s'appelle Distroless. On va voir dans la colonne de droite que globalement, bin, il est vide. Il n'y a rien dedans. Donc, en fait, j'ai que Java. Si je veux me connecter avec un shell pour voir ce qu'il y a dans le file system, je ne peux pas. Donc, c'est un peu plus secure comme ça. Par contre, ce n'est pas forcément optimisé pour la taille. En fait, si je compare les deux, celui-là, il y a un petit peu plus il y a peut-être 30-40 mégas en plus par rapport à une Alpine. Parce que, en fait, c'est Google qui décide d'embarquer telle ou telle version de Java. En fait, Alpine, ils prennent une version plus petite, par exemple. Je pense que dans l'image Google, j'ai pas vérifié, mais je pense que dans l'image Google, il y a des trucs genre Swing pour faire du desktop. Ce qui sert à rien, mais ils décident, eux, de pas modifier la version de Java qu'ils prennent, alors qu'Alpine, comme ils visent le plus petit possible, ils optimisent en enlevant ce qu'ils pensent ne pas être utilisé. Cool! Donc là, ça fait un certain nombre d'étapes quand même sur ce qu'on peut faire pour construire notre image. Peut-être les trucs à retenir, les trucs importants. Déjà, en état d'esprit, un container, c'est pas une VM. Donc c'est pas un truc que je vais manager, où je vais installer des choses dedans. On veut essayer de limiter ce genre de comportement. Donc le premier truc à faire, c'est d'utiliser une image qui est spécialisée et qui est faite pour faire tourner le genre de truc, le genre d'appli qui m'intéresse. Si je veux faire du Python, je prends une image Python. Si je veux faire du Node, je prends une image Node, etc. Ensuite, penser à la taille, ça peut être important. Si je suis sur des petits réseaux et que je upload vers des registries internes, j'ai peut-être pas envie d'envoyer 300 mégas, donc peut-être plus petit. Alpine, c'est pas mal pour ça. Et enfin, penser un peu à la sécurité, ça va bien au-delà de ce genre de truc, de ce que je vous ai présenté, des images Distroless, mais c'est un premier pas pour réduire la surface d'attaque d'une image qu'on va produire. Donc jusqu'ici, ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Ok, cool. S'il n'y a pas de questions, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause dans notre quête de l'image parfaite, ou en tout cas de la meilleure image possible, et c'est de parler un petit peu de ce que c'est qu'un container. J'ai dit au début qu'un container, ce n'était pas une VM, mais on compare souvent les containers à des VM. Et pourquoi on fait ça? C'est parce qu'ils répondent un peu au même problème. En fait, les VM, c'est arrivé quand on a des gros serveurs et qu'on a voulu faire tourner plusieurs applis en même temps sur ces serveurs. Et peut-être que si je mets mon appli sur Google Cloud, j'ai pas envie de voir peut-être que le département de la défense américaine n'a pas envie que je vois ce qu'il y a dans son appli qui tourne à côté sur le même serveur. Donc en fait, il y a une problématique d'isolation. C'est que mon appli, elle vit dans son monde et elle ne doit surtout pas aller voir un petit peu à l'extérieur, toucher les autres applis qui pourraient tourner en parallèle. Le deuxième problème que ça cherche à résoudre, c'est un problème de packaging et de pouvoir reproduire un peu le build. Donc l'idée, c'est, moi je suis développeur, je veux produire un artefact que peut-être que je peux déployer en prod sans trop de problèmes et que les gens peuvent recevoir et déployer même si c'est pas moi qui le fais. Donc avec une VM, je fais un gros ISO que je mets, je sais pas quoi, sur le Dropbox interne de l'entreprise, super idée. Et les ops peuvent prendre ça et déployer, ou je peux faire un container que je push sur un registry, ils ont qu'à le télécharger, ils peuvent le lancer en local, le lancer sur la plateforme. Donc ça répond un peu aux mêmes besoins, mais ça marche pas pareil. Une VM, ça utilise ce qu'on appelle un hyperviseur. Et en gros, la VM, c'est une machine complète qui tourne dans un monde où elle pense un peu qu'elle est sur du hardware. Donc elle fait un peu des accès disques, des accès réseau, comme si elle était installée sur du métal. Sauf qu'en fait, elle vit dans le monde d'un hyperviseur qui fait tourner
qui fait tourner les VM, et elle parle comme si c'était à du hardware. Donc il y a deux façons de le faire, soit c'est un hyperviseur qui est installé directement sur la machine, c'est ce qu'on trouve dans les data centers, soit c'est un truc qui est installé dans votre système d'exploitation sur votre machine. Donc si vous installez VirtualBox, c'est plutôt ce qui est à gauche, des hyperviseurs embarqués, au niveau 2. Et donc là, en gros, ma machine virtuelle, elle fait des appels hardware à l'hyperviseur, qui fait des appels système à mon OS host, qui lui fait des appels hardware à mon hardware. Donc, ce genre de truc. Comme ça fait que du hardware, en fait, je peux virtualiser plusieurs trucs sur le même hyperviseur qui sont assez différents. Je peux faire tourner une machine Linux et une machine Windows côte à côte dans le même hyperviseur. Pour les containers, c'est pas possible, parce que les containers, en fait, c'est pas des machines complètes. Les containers, c'est juste pour faire tourner des process, et si possible, pas trop de process. Et donc, ce que ça fait, c'est que c'est des process qui font des appels natifs au kernel de la machine sur laquelle ils sont installés. Comme si je l'avais lancé directement sur mon poste, quoi, sans avoir créé un truc qui l'encapsule. Ces process, ils sont isolés par des primitives d'isolation qui sont fournies par le système d'exploitation. Donc en gros, dans Linux, il y a des machins pour isoler les process, et ça existe depuis très longtemps, et c'est juste qu'il y a eu des gens qui ont eu des idées pour les packager ensemble et faire un produit facile à utiliser. Donc des C-groups, des namespaces qui contrôlent un peu, genre tel process, il a le droit de voir telle chose de mon système, il a le droit de voir tel autre process, il a le droit d'utiliser telle ressource, la carte réseau ou pas. Et donc c'est aussi pour ça que je ne peux pas faire tourner des containers Windows nativement sur mon Linux. Parce que le container Windows, il va faire des appels système Windows, et Linux, il va dire, je comprends pas, je parle pas la même langue. Et vice versa. Donc quand on fait ce genre de truc, quand on veut faire tourner du Windows sur du Linux, en fait il y a une VM au milieu. Ou vice versa, quand on faisait tourner des containers Linux sur des Windows, en fait ça démarre une VM Linux, et puis ça fait tourner le container dans la VM. Donc il y avait un container, une VM, un hyperviseur, un OS, et le hardware en dessous. Donc globalement, ce que je dis là, c'est que les containers, c'est des trucs pour des process. C'est pas que des process, cela dit. Il faut des fichiers aussi. Parce que, ne serait-ce que l'exécutable que je vais lancer, il faut bien qu'il soit packagé dans mon container. Et donc, plutôt que avoir pris l'approche des machines virtuelles, et faire un gros ISO avec un disque avec tout dedans, ils ont proposé un file system à base de layers, de couches. Et donc l'idée, c'est d'empiler des couches, des choses dont on pourrait avoir besoin, et à la fin, les process qui tournent dans le container, ils voient l'union de ces couches. Ils regardent par en haut, et ils voient la somme de tous ces trucs-là. Donc par exemple, ici, j'ai une layer de base dans laquelle j'ai un répertoire fruits. Dedans, il y a des pommes et des bananes. Et je peux rajouter une layer par-dessus. Il y a aussi un répertoire fruits, mais là, il n'y a que des cerises dedans, et un répertoire légumes. Et à la fin, ça me fait fruits et légumes avec la somme des deux trucs. Et donc, tous ces file systems peuvent être compressés et composés. Ce qui est intéressant avec ça, peut-être avant, ce qui peut être, comment en fait on crée ces layers-là. Quand vous faites un Dockerfile, il y a 4 possibilités pour mettre des layers dans votre container. Quand vous utilisez le mot-clé from, ça prend une image existante, ça prend toutes ces layers et ça les met dans votre container à la base. Quand vous utilisez les mots-clés copy ou add, qui sont pour ajouter des fichiers que j'ai en local ou sur une URL dans mon container, ça crée une layer. Et quand vous utilisez le mot-clé run, qui exécute une commande, donc par exemple l'apt install OpenJDK, ça crée une layer aussi. Donc globalement, si on regarde un container là, j'utilise toutes les layers du distroless, et je crée une layer pour moi avec juste mon fichier dedans. Et c'est la somme de tout ça qui est vue par mon fichier. Pourquoi c'est intéressant? Notamment parce que on ne fait qu'ajouter des layers quand on fait des choses, donc les layers en elles-mêmes sont immutables, je ne peux rien changer à ce qu'il y a dedans. Quand je change un fichier, en fait ça crée une nouvelle layer avec les changements de mon fichier. Et du coup, ça me permet de mutualiser un peu, les dépendances qui sont les mêmes. Et donc si on regarde un petit peu comment sont construites certaines images, ici c'est un graphe qui montre différentes images qui sont basées sur des images de base différentes et comment ça interagit. Donc par exemple, tout à droite, j'ai l'OpenJDK 8, donc j'ai un JRE OpenJDK 8 qui est from stretch curl là. Et du coup, si je fais un Docker pull de mon OpenJDK 8, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller me chercher
les 3 layers spécifiques à l'OpenJDK, mais il va aller aussi chercher les dépendances, c'est-à-dire le stretch curl, il va télécharger 2 layers, et la layer qui est dans Debian Stretch. Debian Stretch, en fait, c'est une image qui s'appelle from scratch, il n'y a rien, ça démarre de rien, et il copie un gros file system dedans, pouf, tout ce qu'il faut pour faire tourner Debian. Et donc, quand je pull la 8 JRE, l'OpenJDK 8, eh ben, j'obtiens 6 layers. Maintenant, si sur le même poste, j'ai besoin d'un compilateur GCC, je ne sais pas pourquoi, et je veux qu'il soit dans un Docker, je vais puller GCC. GCC a 5 layers spécifiques, et il se base sur Stretch, qui se base sur Stretch SCM. Si je fais un Docker pull de mon GCC, il va me prendre les 5 layers de GCC, la layer de Stretch, la layer de SCM. Par contre, il n'aura pas besoin d'aller chercher les layers bleus, là, sous-jacentes, puisque j'ai déjà poolé une OpenJDK 8, et quand je suis allé chercher cette OpenJDK 8, bah, j'ai déjà eu la base. Donc si vous faites une image qui se base sur quelque chose, et qu'elle fait 300 mégas, si je pars d'une OpenJDK, que ça fait 300 mégas, quand je vais pusher sur Docker Hub, en fait, je ne vais pas pusher les 300 mégas, parce que Docker Hub, ils connaissent déjà toutes les layers sous-jacentes, jusqu'à OpenJDK, ils connaissent ces 6 layers-là, je n'ai pas besoin de lui renvoyer, et donc j'ai besoin de lui renvoyer que ce que je vais avoir ajouté moi-même. Jusqu'ici, ça va? Pas trop perdu dans la théorie bizarre? Peut-être la question avec ça, en fait, c'est pourquoi on parle des layers et tout ça, là, en quoi ça m'aide à construire mon image. En fait, il y a un petit problème peut-être un peu subtil avec cette image-là. Est-ce que quelqu'un voit qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, hint, ça a à voir avec les layers qu'on a vus avant. C'est un peu difficile à voir, mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est commencer par regarder ce qu'il y a dedans. Si je regarde mon image que j'ai construite avec Distroless, oui, attends, je ne sais pas qui tu es, c'est pas grave. Donc j'ai des layers là, ça c'est les layers qui me sont fournis par Google. Donc j'ai, je sais pas, 130 mégas, quoi, 125 mégas fournis par Google qui me permettent de faire tourner Java. Puis une layer, la seule layer que je crée dans mon Dockerfile, quand je fais copie. Et cette layer, elle fait 50 mégas. Si sur mon poste de dev, je recompile, et je veux updater ce truc-là, l'envoyer sur Docker Hub, si je change la bannière Spring de mon appli, mon jar, il a changé. Donc quand je rebuild une image Docker, ben, je remets un jar de 50 mégas qui est différent de l'autre. Et donc quand je push, je vais pusher les 50 mégas. Or, c'est peut-être pas nécessaire, parce que j'ai juste changé la bannière. Globalement, en fait, si on réfléchit un peu à comment est composé mon appli, dans mes 50 mégas, dans mon appli Spring, j'ai deux choses. J'ai les dépendances, donc toute la machinerie Spring, et j'ai mon code à moi. Et mon code à moi, il change plus souvent que Spring, ou en tout cas que moi je mets à jour Spring. Peut-être que Spring, je vais le mettre, je suis un fou, je suis toutes les releases, peut-être que je vais le mettre à jour toutes les 2 semaines, mais mon code à moi, il change plusieurs fois par jour. Et donc si j'upload 10 fois par jour 50 mégas, bah, j'ai peut-être pas envie, en fonction de mon réseau, puis c'est un peu plus long à télécharger. Alors que Spring change ma dépendance Spring change toutes les 2 semaines, tous les 2 mois, je sais pas. Et du coup, en fait, on pourrait utiliser les layers à notre avantage pour créer une layer avec les dépendances Spring, qui est un peu basse, qui change pas souvent, et une layer avec mon code applicatif à moi. Donc comment on peut faire ça? Déjà, Spring Boot, il crée un gros jar, donc ce qu'on va faire, c'est commencer par extraire le jar, là. Je vais éviter de mettre de l'eau sur le Mac. Alors, si j'exécute ça, on va sortir. Parfait. Hop. Donc là, j'ai désarchivé mon jar. Si je regarde ce qu'il y a dedans, j'ai un truc qui s'appelle bootinf. Dedans, j'ai des classes. Et là, si on regarde, il y a un pet, il y a des owners. Donc ça, c'est l'application, c'est mon code applicatif. Et j'ai un répertoire libre dans lequel il y a des jars. Et dedans, il y a Jackson, il y a jQuery parce que c'est un MVC, et Spring Boot Starter. Donc il y a plein de trucs. Donc elles sont là, en fait, les dépendances Spring. Donc une fois que j'ai décompilé mon jar, enfin désarchivé mon jar, ce que je peux faire, c'est changer un peu mon image, mon Dockerfile, et au lieu de faire un seul copie où je copie ma grosse appli, je vais faire plusieurs copies. Je vais commencer par bootinf lib, donc les dépendances. Je vais créer une layer avec les machins Spring dedans, et après je vais créer des layers avec mes fichiers à moi.
Alors par contre, ça veut dire que je perds le côté un peu auto-packagé de Spring Boot. Je ne peux plus avoir un jar que je lance en java-jar, puisque je l'ai extrait. Donc il faut que je change ma commande, je lui dis bah, c'est Java, et le class pass, bah, tu vas trouver là où je l'ai mis, donc dans applib et dans app. Et c'est quoi la classe main qui est lancée? Bah, c'est pet clinic application. Il faut un peu changer ça. Mais quand je fais ça, le côté positif, c'est que si je regarde dans une image construite comme ça, et qu'on regarde un peu les layers qu'il y a dedans, j'ai toujours mes layers de base distroless, voilà. J'ai ensuite ma layer spécial Spring. Si je dézoome un peu, qu'on arrive à lire, ici à droite, je peux lui dire montre-moi que les changements spécifiques à cette layer, là, celle de 47 mégas. Ben, j'ai rajouté un dossier lib et il fait 47 mégas, il n'y a que les jars Spring dedans. Et du coup, à gauche, là, si je regarde les autres layers, bah, c'est mes classes et mes fichiers à moi. Et en fait, ça fait 1 méga. Et ça fait 1 méga en fait parce que j'ai des images et des fontes, parce que c'est un site web. Si c'est un back-end, un microservice, ou même un macro-service, je risque de ne pas avoir d'image et ça risque d'être beaucoup plus petit que ça, quelques dizaines de kilooctets. Et donc ça, à chaque fois que je build, à chaque fois que je push, ça va être plus rapide. Même pour builder, ça va être plus rapide. Et quand je push, bah, j'aurai à pusher 1 méga. Quand mon agent qui tourne, quand Kubernetes veut lancer mon image, il va dire bah, je connais déjà ta layer Spring, donc je vais juste prendre ton méga de layer et ça va aller plus vite. Cool. Du coup, qu'est-ce qu'on retient un peu de la création d'images? Ben déjà, bien choisir son image de base. Là, vous voyez sur le précédent, je suis resté sur une image distroless. Et ensuite, c'est une pratique intéressante de séparer les dépendances et le code applicatif. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça marche partout. On le montre avec Spring, là, mais ça marche sur toutes les applis qui séparent les dépendances du code. Par exemple, je fais du Node, j'ai 500 mégas de Node modules, mais mes Node modules, ils ne changent pas souvent. Ils changent quand je rajoute des dépendances ou quand je mets à jour des trucs. Donc je peux mettre mes 15 kg de code applicatif dans une petite layer et mes 500 mégas de Node modules que je n'aurais pas à pusher à chaque fois parce que j'aurais tout mis dans la même layer. Ok. Jusqu'ici, ça va? Pas de questions particulières? Ok. Donc le dernier truc peut-être à aborder avec vous, c'est là, on a construit des images et on a fait des Dockerfiles et on a un peu réfléchi comment on les organisait. L'autre truc peut-être auquel on peut réfléchir, c'est en fait, c'est quoi mon process de build? Aujourd'hui, je me connecte sur ma machine, puis je fais un Maven compile ou un Maven package, et puis après, je fais Docker build, et puis je fais des choses comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai Java, il faut que j'ai Maven, ou alors le wrapper qui vient dans les projets Spring Boot. Docker a proposé un truc, ça fait 1 an ou 2 que ça existe. Ils ont créé un truc qui s'appelle les multi-stage builds. Donc l'idée, c'est qu'avant, il y a des gens qui buildaient leur appli dans l'image qu'ils envoyaient en production. C'est-à-dire, je te donne le code, et dans le code, il y a un Dockerfile qui est autoporteur. Donc par exemple, ils avaient une image OpenJDK avec un JDK dedans, et la construction de l'image, elle faisait la compilation. Mais du coup, j'ai pas forcément envie de shipper mon JDK en prod parce que j'ai juste besoin du JRE, juste de l'exécutable, pas du development kit. Donc ce que Docker a proposé, c'est de faire grossir un peu les Dockerfiles et de proposer des images intermédiaires. Et ça peut ressembler un peu à ça. Donc il y a 2 parties. La partie du où, là, c'est je vais prendre une image, et c'est une 8 JDK, je vais l'appeler build, et dedans, je vais pouvoir faire des opérations. Et en fait, ces opérations-là, globalement, c'est un Maven package. Donc l'avant-dernière ligne de la partie build. Donc je vais faire un package, et puis je vais extraire le truc comme j'ai fait tout à l'heure. Et dans l'image que je vais envoyer en production, je vais copier toujours mes classes et mes libs Spring Boot, mais au lieu de les copier de mon file system, vous voyez, il y a un from build qui dit tu les copies de l'image qui s'appelle build, la précédente là. Et donc ça fait un espèce de système un peu autoporteur, un peu comme si c'était de l'intégration continue, mais sur mon poste. Il y a un gros problème avec cette image quand vous voulez jouer avec ça et que vous dites je vais le mettre dans mon process de build. C'est un peu subtil. Enfin, c'est pas subtil, mais c'est un peu caché dans le mur de texte là. À votre avis, quel peut être le problème? En fait, c'est entre la première ligne et les runs dans le fait que ça build la source. La première ligne, il part d'une image OpenJDK, mais toute fraîche, avec rien dedans.
Et après, je fais un run Maven package. Mon image, elle a juste Java dedans. Donc elle n'a pas mes dépendances. Et donc là, je dois me taper le téléchargement de 50 mégas de dépendances quand elles sont compilées, Spring. Donc avec Maven, sur un bon réseau, il y en a pour 5 minutes, quoi. Donc, et à chaque fois que je fais un changement à mon code. L'enfer pour builder. Donc Docker sont conscients de ça et ils ont sorti une release expérimentale. Si je mets un flag à Docker avant de le démarrer, je peux utiliser un truc qui me permet de cacher, de faire du cache entre les builds, changer, voilà, donc mon run, je dois lui dire oui, bah, tu vas prendre un cache, il est à tel endroit, etc. Je suis pas sûr que ça soit la bonne idée. Là, je pense que ça atteint un peu les limites du truc. Et moi, ça a peut-être sa place, mais en tout cas, c'est pas comme ça que je ferais. En fait, les gens de Google, ils ont des idées très intéressantes. Et l'idée qu'ils ont là-dessus, c'est de prendre encore plus de recul et de dire, bah, je suis développeur applicatif. Et moi, Docker, ça m'intéresse pas trop, quoi, c'est de l'infra. Je veux faire mon appli et je veux la distribuer. Et du coup, ils ont eu une bonne idée pour vous permettre de faire ça sans avoir trop pensé à Docker. À votre avis, c'est quoi? C'est un plugin Maven qui s'appelle Jib. Donc je rajoute le plugin dans mon POM et je lui dis le nom de l'image. Éventuellement, je le configure si je veux que mon image elle soit publiée, pas publiquement, mais sur un autre registry, si je veux qu'il y ait des credentials, des trucs comme ça. Mais globalement, le cœur du truc, c'est ça. Et après, moi, en tant que développeur, Maven compile, et après, Jib build, ça me compile mon image et ça l'envoie sur Docker Hub ou sur le registry que j'ai configuré. Donc il y a un truc intéressant là, c'est que c'est des gens de Google qui maintiennent cette image, donc toutes les idées avec Distroless, ce que je vous ai montré sur les layers, c'est déjà fait, et ils en font même un petit peu plus, ils optimisent d'autres petits trucs dans les coins pour encore plus utiliser la puissance des layers, par exemple, et s'il y a des trucs de sécurité, on peut leur faire confiance que c'est intégré dans ce plugin-là. Il y a même un autre aspect peut-être intéressant, je ne sais pas si c'est très réaliste, mais en fait, c'est un plugin Java qui crée mon image Docker, enfin mon container, sans utiliser Docker. Donc si j'ai pas de Docker sur ma machine, ça marche quand même. C'est du code Java qui va s'exécuter, qui va créer les layers, qui va les packager, qui va créer le manifeste, etc., qui va l'envoyer, sans que jamais j'ai besoin de Docker. Donc je ne sais pas si c'est très pertinent, parce que si j'ai pas de Docker, du coup, je ne sais pas si je peux faire tourner les images sur mon poste, et peut-être que ça m'intéresse de les faire tourner en local, donc c'est peut-être pas pertinent. Et peut-être que j'ai pas envie de la publier, mon image. Peut-être que je veux la regarder d'abord. Donc, avec Jib, il y a une autre possibilité, c'est de faire un Docker build qui, lui, va utiliser le démon Docker pour faire un build, mais sans que j'ai besoin de Dockerfile. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour un développeur applicatif. Et j'ai pas trop y pensé. Donc du coup, tout ce que je vous ai montré et ce avec quoi je vous ai ennuyé, c'est peut-être pas... en fait, ils l'ont fait pour nous. Mais ça peut être intéressant de savoir comment ça marche et comment ça a été fait. Un autre truc qui peut être intéressant de montrer aussi, c'est les Cloud Native Build Packs. Donc ça, c'est encore plus peut-être encore plus haut niveau. Donc vous pouvez trouver le site sur buildpacks.io et ils ont un petit outil en ligne de commande qui s'appelle Pack. Et c'est maintenu principalement par Pivotal et Heroku. En fait, les Build Packs, avant d'être des Cloud Native Build Packs, c'était un concept de chez Heroku. Et Heroku, je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais pour déployer une appli sur Heroku, il vous donne un repo Git, vous l'ajoutez en remote chez vous, et je veux déployer, je fais git push Heroku master, ça envoie mon code, mais juste mon code, pas les artefacts compilés. Heroku, il le reçoit, il regarde le code et il dit « Ah ouais, ça c'est une appli Python, je vais télécharger les requirements, je vais installer ce qu'il faut, c'est une appli Java, je compile, c'est une appli Go, je compile. » Et ils produisent un artefact qui ensuite peut être lancé sur la plateforme. Et du coup, moi en tant que développeur, je sais même pas, j'ai même pas la main sur l'artefact qui run chez eux. Pareil pour Cloud Foundry chez Pivotal, ça s'est inspiré d'Heroku, ça utilisait des build packs aussi. Et récemment, avec la naissance de Kubernetes et peut-être la montée en puissance de ça, ils se sont dit ça serait intéressant que l'artefact qui tourne, qui est un truc propriétaire, qui est spécial Heroku ou spécial Cloud Foundry, ça serait peut-être intéressant d'en faire quelque chose qui peut tourner sur d'autres plateformes. Puisque maintenant Kubernetes est en train de manger toutes les plateformes. Et du coup, ils ont créé ces Cloud Native Build Packs. C'est la même mécanique des build packs, sauf qu'au lieu de produire un artefact spécifique à la plateforme, ils produisent une image Docker. Donc c'est une mécanique qui prend mon code source, qui fait tout ce qu'il faut pour que ça soit exécutable, qui marche avec plein de frameworks et plein de langages, et qui produit une image Docker au bout. Et en plus,
ils peuvent avoir des mécaniques supplémentaires qui sont rajoutées dans le process de build. Donc, par exemple, quand j'envoie mon code sur Cloud Foundry, je lui dis, tu déploies et l'appli, elle va s'appeler comme ça. Et en fait, en regardant les services que j'ai déclarés qui doivent marcher avec mon appli, en regardant mon appli, ils peuvent dire, ah, tu as créé une base de données, je vais te donner les drivers. Tu n'as pas besoin de les avoir en local, parce qu'en local, tu utilises, je ne sais pas quoi, H2 en mémoire. Par contre, sur la plateforme, c'est un PostgreSQL. Je te donne les drivers et je mets un plugin de reconfiguration de ton Spring qui fait que ça marche tout seul avec PostgreSQL. Dans un truc un peu moins perché, peut-être, si moi je suis dans l'équipe infra et je propose une infra à mes développeurs dans mon entreprise, peut-être je peux leur installer un agent qui va streamer les logs de mon appli tout seul dans mon je sais pas quoi, dans mon Elasticsearch. Donc ça me permet de faire des choses un petit peu en plus. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on change un peu de paradigme. À droite, c'est un peu l'idée avant. Chaque développeur fait son propre container en partant d'images de base qui sont potentiellement validées par une équipe infra ou pas. Et après, ils rajoutent leur layer custom, comme on a vu, en faisant plein de copies des trucs. L'idée avec les Cloud Native Build Packs, c'est de dire aux développeurs, genre, on s'occupe de tout ce qui est nécessaire pour faire tourner votre appli, et vous nous donnez juste le code. Et donc, en fait, les développeurs ne maîtrisent que la layer, ne maîtrisent que leur code qui est mis dans une layer séparée, et l'équipe infra, elle maîtrise tous les autres trucs, et elle me donne des services supplémentaires, et en plus, comme elle voit ce qui est buildé utilisant quoi, elle peut faire des patchs de sécurité. Elle dit, ah oui, dans ma layer BP Java, j'ai une faille de sécurité Java, je peux mettre à jour le JDK, et je peux le faire de manière transparente pour les développeurs, où je vais juste changer celle-là, et je leur dis même pas. Donc j'ai un peu plus le contrôle. Évidemment, on ne va pas s'attendre à ce que vous fassiez tourner pack build chez vous, et puis en plus, si chacun a des versions différentes, c'est un peu compliqué. Donc en fait, ça, c'est plus fourni par une équipe qui vous fournirait une plateforme. Par exemple, Pivotal fait un truc qui s'appelle Kpack, c'est open source, c'est expérimental, et l'idée, c'est d'installer toute cette machinerie de Cloud Native Build Pack sur Kubernetes, et après, vous, en tant que développeur applicatif, vous faites un petit manifeste qui utilise une ressource custom Kubernetes, et globalement, les lignes importantes, là, c'est la spec, et c'est les tags. Donc là, c'est le nom de mon image, Kerlan Pet Clinic Kpack, et ça lui dit où est-ce qu'il trouve le code source, donc dans ce repo Git, sur master. Et donc, en fait, on se retrouve un peu dans cette configuration Heroku, où les développeurs n'ont pas forcément besoin de réfléchir à comment ils vont builder leur application. Si on regarde un peu comment ça marche, alors j'espère qu'ils n'ont pas publié une nouvelle version. Alors, si je redescends un peu, donc je suis dans ma Pet Clinic là, j'enlève le répertoire target avec mes trucs compilés pour vous montrer que j'ai rien dans les manches. Pack build, donc là la commande qui était sur le slide. Donc j'exécute ça, et pack, ce qu'il fait, c'est qu'il va télécharger, on voit peut-être pas bien, je vais zoomer un peu. Voilà. Pack, il télécharge une image Docker, et c'est des images Docker qui construisent des images Docker. Il détecte, vous voyez, une phase detecting, et il dit, ça c'est du Java, donc je vais te mettre du Tomcat parce que c'est un Spring ou MVC, je vais mettre Spring Boot. Ensuite, il sait faire du cache sur les layers. Il sait, oui, Spring Boot, je connaissais déjà, donc j'ai pas besoin de la remettre. Ensuite, il fait un build, là c'est Maven. Comme vous voyez, il n'a pas besoin de retélécharger les dépendances. Il fait tout seul son caching des artefacts, des dépendances Maven. Puis ensuite, il dit, ok, j'ai compilé, j'enlève le code source, parce que j'ai pas envie de le shipper. Et puis ensuite, il dit, chacune des étapes du build pack s'exécute. Donc il dit, voilà, j'ai de la reconfiguration Spring en fonction de ce dont j'ai besoin. J'ai une JVM que je configure comme ci, comme ça. J'exporte les layers, vous voyez, il reuse à peu près tout, il a juste fait adding ici, mon appli, et tout le reste il réutilise, parce que j'ai pas besoin de recréer à chaque fois. Et à la fin, il refait du cache, il dit, s'il y a des choses qui ont changé, je le remets en cache chez moi, etc. Donc c'est comme ça que cette machinerie fonctionne. Après, si moi je suis développeur applicatif, en fait, j'ai pas vocation à voir ça. C'est juste peut-être pour la curiosité intellectuelle. Et ça ressemble vachement au log que vous pouvez avoir quand vous faites un git push Heroku master. Vous voyez des choses qui ressemblent à ça. Parce qu'en fait, c'est leur build pack qui est en train de tourner et qui, dans la commande git, est en train de vous streamer les logs de ce qu'il fait. Ok.
Donc là, j'ai un peu fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Donc le process de build, c'est quelque chose qui est important, parce que bah, c'est notre workflow, ça nous fait gagner ou perdre du temps en fonction de comment on le fait. Mais si on peut éviter de trop penser à comment on le fait, bah, c'est mieux, parce que là, les histoires de, je ne sais pas si vous vous rappelez, les multi-stage builds, bon, c'est un peu à s'arracher les cheveux, quoi. Et en fonction du contexte, standardiser la création d'images, ça peut être vachement top parce que ça peut donner peut-être à une équipe qui maintient une plateforme, ça peut leur donner des outils pour améliorer notre expérience. Pour finir, ben, là je vous encourage à aller jouer un peu avec tout ce que j'ai montré, tous les outils. Donc il y a un repo Git en bas là, c'est le repo de cette démo là, donc il y a tous les Dockerfiles, il y a un peu les étapes pour installer ce qu'il faut. Je vais aussi mettre la vidéo du Meetup, enfin j'ai enregistré, je vais mettre la vidéo en ligne et puis je la mettrai sur Meetup. Et quand même, avant de clôturer, peut-être rendons à Dave Sayer, ce qui est à Dave Sayer, ce talk est en grande partie basé sur un article de blog qu'il a fait en 2018, il me semble, et qui a été repris. Ils ont fait un guide Spring pour faire ce truc-là. En gros, pour faire toutes les étapes, un petit peu augmentées. N'hésitez pas à me faire signe sur Twitter ou vous me trouverez sur Internet. Envoyez-moi des mails ou des messages pour me donner du feedback, me dire ce que vous n'avez pas bien compris ou ce que j'aurais pu éviter d'expliquer parce que c'était trop simple. Et avec ça, si vous avez des questions, ben... Yes. J'ai une question sur l'aspect pour un développeur. Ouais. Avoir des images spécialement pour les développeurs pour avoir un peu un effet rechargement à chaud, pas forcément avoir besoin de packager l'image à chaque fois. Alors d'accord, c'est pas du tout celle qui tournera après, hein, c'est une version, je suis en cours de dev et je vais aller vite. Est-ce qu'il y a des pistes Alors, ce type de Alors, la question c'est, pour un workflow d'un développeur, je le répète pour l'enregistrement, pour un workflow d'un développeur, est-ce que on peut créer des images qu'on peut faire tourner en local pour avoir du rechargement à chaud et voir un feedback rapide sur ce que je fais, qui n'est pas forcément l'image qui va tourner en production, c'est ça? Ok. Donc le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est, donc ça veut dire que mon appli a besoin d'avoir un mécanisme de rechargement à chaud à partir des sources. Et du coup, il faut que mes modifications de source soient répercutées dans l'image qui est en train de tourner. Donc globalement, ce que ça m'évoque, c'est utiliser mon moteur de container, utiliser Docker, pour faire tourner une image, sauf qu'au lieu d'avoir packagé mon code, qui est une copie dure et qui reste telle quelle, je vais monter un volume dans l'image. Donc en gros, je vais partager avec l'image un truc sur mon file system. Et la commande que je vais lancer, bah, c'est la commande classique de développement de mon appli avec du rechargement. Après, pour le déployer, j'ai pas des idées très claires. Si je veux déployer cette image ailleurs pour avoir du feedback au fur et à mesure que je développe, il faut un mécanisme qui permet de mettre à jour le code au fur et à mesure que je le propose. Donc c'est compliqué. En fait, dans la phase de détection, est-ce qu'on est sûr que ce qu'on détecte est optimisé en fait? Par exemple, si j'utilise Spring dans mon appli, mais j'utilise que Spring Security, par exemple, est-ce que doit me détecter tout Spring ou Spring Boot avec quel runner, avec quel slasher, voilà, c'est ce genre d'optimisation. La question, c'est dans les Cloud Native Build Packs, il y a une phase de détection là, c'est comment j'ai confiance dans cette phase de détection pour être sûr qu'elle va me donner ce dont j'ai besoin et c'est tout. Par exemple, voilà, pas plus. Donc si j'utilise Spring Security, j'ai pas besoin de Spring Data. Donc la phase de détection, en fait, je dois faire confiance à la personne qui publie le build pack, quoi, puisque c'est quelqu'un qui va builder pour moi. Globalement, ça correspond assez bien à mon cas d'usage. Il ne rajoute pas des trucs qui ne vont pas être utilisés. Parfois même, il faut embarquer soi-même des dépendances parce qu'il ne sait pas les rajouter tout seul. Par exemple, si j'ai qu'une base de données H2 en local,
le build pack de Heroku, il ne sait pas me rajouter le driver pour MySQL si jamais je vais déployer avec un MySQL. Donc globalement, j'ai plutôt confiance. Enfin, je dois faire confiance à ceux qui font le build pack. Ensuite, en fait, c'est pas hyper la création de build pack est pas d'une, enfin, c'est d'une complexité moyenne, je dirais. En fait, tous ces build packs ils sont open source. Et ce qu'on voit là, c'est le résultat d'une composition de build pack. Il y a une spec de comment ça marche. Et donc, en fait, je peux aller voir comment sont les build packs et je peux faire mes propres build packs, si je veux, qui démarrent de rien, peut-être en s'inspirant de ceux qui ont été déjà faits. Et là, j'ai confiance dans ce qu'ils mettent dedans. Cool. Ouais. Tu as parlé vraiment d'optimisation de taille et de build. Mm-hmm. Et pas beaucoup de démarrage rapide et d'optimisation au niveau de la compilation plutôt que ce qui est fait en démarrage. En particulier dans Spring, je parle de l'auto-wiring. Mm-hmm. Bah c'est ton étape de build. Je crois pas que les plugins Jib qui créent des images pour toi s'en occupent. Alors, je vais peut-être répéter la question. La question c'était j'ai parlé beaucoup de build et d'optimisation de taille et de temps de build. J'ai pas trop parlé du run. Et donc, par exemple, l'auto-wiring qui peut être un peu lent avec Spring. Et qui peut être où on peut réaliser des trucs avant. Donc là, c'est pas quelque chose qui, je pense, est embarqué soit dans les build packs, soit dans le Jib. Donc là, ça va être à la responsabilité du développeur dans la compilation de son appli de faire des trucs comme ça. Et potentiellement, avec les build packs, ça va pas être possible puisqu'ils ont une façon à eux de compiler l'application. Et donc, le démarrage pourrait être potentiellement un peu long, quoi. Après, c'était super chaud, faut faire des images GraalVM et les publier en tant que binaire dans un build pack pour binaire. Mais ouais, je pense que c'est pas quelque chose qui est très mûr pour ça, et c'est pas forcément fait pour du démarrage rapide. Moi, j'ai juste une réponse à tout à l'heure. Il y a un outil qui a été écrit par Google qui s'appelle Scaffold, SK2FOLD, qui permet de faire ça. En fait, c'est un outil qui fonctionne avec Kubernetes. On l'utilise en local et il envoie les fichiers modifiés dans un container. D'accord. Donc là, c'est une réponse. J'enregistre pour que ça aille dans la vidéo. Pour du développement, Scaffold fait par Google. Ouais, il y a un talk de David Gageot de Google où il présente l'outil. D'ailleurs, il commit David Gageot recommit sur ce repo et il fait un talk où il présente l'outil. Et c'est pas mal et j'ai vachement envie d'aller voir. Merci. Cool. Si ça va, on s'arrête là. Je crois qu'il y a des rafraîchissements et des pizzas. Je vous remercie à tous d'être venus et puis n'hésitez pas à me recontacter. Bonne soirée.